maintenant nous intéresser à la question de la transition écologique. On a bien vu tout l'intérêt qu'il y a de retravailler certains aspects du développement économique de l'axe Seine. Il y a également la volonté de le faire dans un cadre un peu différent, puisque les questions environnementales sont majeures. J'invite Patricia Blanc, l'agence Seine-Normandie. Voilà, vous êtes ici, Patricia Blanc, directrice générale de l'agence Seine-Normandie, l'agence de l'eau. Et puis Arnaud Leroy, président de l'ADEME, s'il veut bien me rejoindre pour évoquer ces questions. Voilà, des enjeux de développement durable, mais qui sont également des opportunités. Encore faut-il connaître dans quelles conditions la Seine va de la capitale jusqu'à son estuaire. Patricia Blanc, alors effectivement, la Seine, on la connaît, on imagine un fleuve éventuellement bordé d'industrie, on est dans une grande métropole. Il y a aussi beaucoup d'espaces naturels et on sait par expérience qu'à ignorer les lois de l'hydraulique, à ignorer la vie d'un fleuve, on finit par avoir des effets extrêmement contre-productifs sur le plan économique. Donc il est important de pouvoir prendre en charge aussi, de prendre en compte la réalité d'un fleuve, et ce n'est pas l'humain qui modifie la réalité des fleuves, c'est plutôt quelquefois les fleuves qui produisent des effets tout à fait spectaculaires sur les activités humaines. Que peut-on dire concernant la Seine, dans des aspects qu'on connaît peut-être moins qu'effectivement la traversée de Paris, qui est assez connue? Bonjour. Bonjour à tous, je ne sais pas si le micro marche, vous m'entendez? Alors j'ai quelques éléments sous forme de PowerPoint, voilà, pour illustrer un peu quelques points de repère sur les enjeux environnementaux de la Seine. Je pense que c'est moi qui le manipule. Voilà, bon, alors ces photos illustrent ce que pourrait être la Seine, à savoir le kaléidoscope que M. Philizot ne souhaitait pas. Mais c'est l'illustration de la diversité des paysages qu'on connaît tous. La vallée de la Seine, c'est 30% de la population française et 40% de la production industrielle. Monsieur Gastine en a parlé à l'instant. On a des enjeux majeurs en termes de production industrielle sur la vallée de la Seine, mais on a aussi des espaces naturels remarquables. Là, vous avez quelques illustrations des espèces rares que nous abritons sur la vallée de la Seine, notamment dans les zones des marais verniers ou des boucles de la Seine du parc naturel normand. Mais en fait, c'est un kaléidoscope uniquement en apparence parce que tous ces enjeux sont étroitement imbriqués. Et, les activités économiques ont besoin d'une Seine en bonne santé et la Seine, évidemment, est très dépendante de ces activités. Bon, juste pour se souvenir de ce qu'était la Seine dans les années 60-70, avec des épisodes fréquents de mortalité de poissons. Alors l'un d'entre vous m'a dit tout à l'heure, dans les années 70, on ne voyait pas de mortalité de poissons, parce que de toute façon, il n'y avait pas de poissons dans la Seine. Bon, de temps en temps, il y en avait quand même. Et pourquoi on voyait ces épisodes de mortalité? C'est parce qu'il y avait des périodes de l'année où il n'y avait plus d'oxygène du tout dans le fleuve. Ce sont des choses qu'on ne voit plus maintenant, parce que... Ce qu'on appelle les chocs anoxiques, hein. On envoie des matières carbonées dans le fleuve, ça consomme de l'oxygène et les poissons n'ont plus l'oxygène nécessaire pour pouvoir respirer, hein. C'est ça le principe. C'est ça. Alors, un graphique qui est bien connu, qui explique les enjeux et notamment les efforts très importants qui ont été réalisés par les collectivités, hein, mesdames et messieurs les élus, ces dernières années, ce sont principalement les collectivités, mais aussi les activités économiques qui ont permis des progrès considérables sur la qualité de la Seine. Ce qu'on voit, la courbe du haut en bleu, c'est l'augmentation de la pollution brute avant traitement, donc elle est corrélée à l'augmentation de population et au développement économique. Et la courbe rouge, qui est toute petite aujourd'hui, c'est la pollution rejetée dans le milieu. Donc on voit que dans les années 60, on traitait assez peu la pollution et qu'aujourd'hui, l'essentiel de la pollution est traité malgré l'augmentation de population. Collectivement, on a énormément réduit les rejets dans le milieu. Alors là, c'est un peu plus technique, mais ce qu'il faut voir surtout dans le graphique de droite, c'est l'amélioration de l'oxygène. Donc on en a parlé à l'instant. Dans le graphique de droite, en bas, vous avez le temps qui passe. Hein, on part des années 60 à aujourd'hui. Et on voit les périodes qui sont en rouge sont celles où il n'y a plus du tout d'oxygène dans la Seine. Voilà. Et on voit qu'aujourd'hui, on est quasiment plus en situation d'absence. Il y a quasiment plus de moments dans l'année où il n'y a plus d'oxygène dans la Seine et l'état d'oxygénation est globalement bon. Et on voit les étapes de réglementation successives, hein, notamment la fameuse directive sur les eaux résiduaires urbaines, toutes les stations d'épuration de nouvelle génération, qui sont des efforts financiers importants qui ont été consentis par les collectivités, ont porté leurs fruits. Et on voit bien à chacune de ces étapes, de manière très spectaculaire, comment
on a reconquis la Seine vivante et l'oxygène dans la Seine. Sur les polluants chimiques, puisqu'on a parlé beaucoup d'industrie, on sait bien qu'il y a des rejets chimiques, on voit qu'il y a encore... alors la courbe de gauche, elle est assez qualitative pour montrer les polluants qui ont été traités. Donc on a par exemple l'exemple emblématique des PCB en Seine qui s'accumulent dans les sédiments. On a encore des pollutions importantes de PCB en Seine, mais depuis les interdictions successives, et notamment l'action de l'ADEME sur les transformateurs au PCB, on voit dans la courbe d'en bas à droite une très nette diminution des concentrations de PCB en sédiments, et c'est un problème qui petit à petit s'épure. Il n'y a plus du tout maintenant de nouveaux ajouts de PCB, et on est dans l'épuration naturelle qui prendra encore un certain temps puisque ces polluants sont très persistants dans l'environnement. Et on voit aussi des thématiques émergentes comme les perturbateurs endocriniens. On a traité les polluants classiques, les métaux, les polluants dangereux les plus classiques, et on voit maintenant de nouvelles catégories de pollution qui suscitent l'inquiétude et dont il faudra s'occuper. Alors, ce qui est important dans ce que vous dites, Patricia Blanc, c'est qu'on voit qu'avec une augmentation de population et d'activité au sens large, on peut quand même aller vers une préservation de la qualité du fleuve si on prend les bonnes options et si on investit. Parce que globalement, ce qu'on peut dire, c'est que chaque euro investi, par exemple, dans la capitale, pour purifier les eaux, ça se retrouve en qualitatif à l'embouchure. Voilà. Et c'est très net, je veux dire, c'est pas une vision ou un parti pris, c'est mesuré. C'est vrai que cette politique de qualité de l'eau, c'est une des politiques environnementales qui donne des résultats les plus visibles depuis 20, 30, 40 ans. La carte que vous voyez là, la carte que vous connaissez bien de la Seine, les résultats, alors qu'ils ne sont pas faciles à interpréter, surtout que ça se voit très mal à l'écran, sont des résultats qui sont tout neufs, ce qu'on appelle l'état des lieux 2019, que personne n'a encore vu, donc c'est vraiment tout nouveau. Les portions qui sont en verte sont les portions où la Seine va bien, ce qu'on appelle en bon état écologique. Elle est aux normes européennes du bon état écologique. En jaune, elle est en état moyen, elle n'est pas au bon état. Et puis en rouge, notamment sur l'aval, on voit qu'elle est plus facilement en rouge ou en orange. Elle est en mauvais état écologique, donc pas aux normes européennes. Bon, c'est assez logique, on voit que sur l'amont, il y a plus de tronçons en bon état, et puis au fur et à mesure que les pressions et les pollutions s'accumulent, il est évidemment plus difficile d'atteindre le bon état sur l'aval et sur l'estuaire de la Seine. Mais par rapport à ce qu'était cette carte il y a 10 ans, il y avait beaucoup plus de rouge partout, et on a déjà des progrès importants réalisés, même s'il reste des choses à faire. Et donc on voit que tout ce qu'on fait sur Paris, tout ce qu'on fait sur amont, se retrouve sur la qualité de l'estuaire. On dit par exemple qu'à la station d'Acher, les investissements qui ont été réalisés sur la station d'Acher influencent très directement l'azote ou les nitrates qui sont sur l'estuaire. Les paramètres que vous voyez, il ne faut pas forcément chercher à les lire, mais en gros, ils montrent un peu les polluants qui déclassent, beaucoup de phytosanitaires sur l'amont, des nitrates et des problèmes hydromorphologiques sur l'aval. Bon, ça c'est un graphique connu, mais il faut quand même se le rappeler. Il n'y avait que seulement 4 espèces de poissons en Seine dans les années 60 et on en trouve maintenant 40. Donc c'est quand même une politique environnementale qui a des effets très très mesurables et très spectaculaires. On parle même maintenant de baignade en Seine, donc on franchit. On peut même rajouter un poisson nouvelle. avec un maillot de bain en train de se baigner, parce que l'idée en fait c'est de pouvoir nous baigner nous aussi dans la Seine. C'est un peu le principe. Le poisson, c'est un indicateur de l'état de la Seine. Si le poisson se trouve bien en Seine, c'est qu'on a une chance de pouvoir s'y baigner assez rapidement. Un mot sur les saumons, puisque le saumon devient de plus en plus une espèce emblématique, notamment en Normandie, où on a des saumons qui remontent jusqu'à Paris, qui ont été pêchés régulièrement à Paris, ce qui était inenvisageable il y a quelques années. Et on voit depuis les années 70, c'est le nombre de kilomètres de rivières dans lesquels les saumons sont revenus. Donc que ce soit sur les fleuves côtiers normands dans les barres de droite, ou sur la Seine elle-même dans les fleuves côtiers c'est à gauche et la Seine sur les barres de droite. Alors les derniers sujets de préoccupation sont bien sûr le changement climatique et ses conséquences. Parce que c'est... Voilà. Alors ça, on pourrait faire une transition sur ce point-là. On parle de qualitatif, on pourrait se dire, quelquefois il y a des enjeux économiques extrêmement forts, on a besoin d'emplois, et le qualitatif, on va faire ce qu'on peut, mais ce qui nous importe, c'est quand même aussi le développement économique. Or, ce qu'il faut quand même bien souligner en un mot, c'est que le qualitatif est quand même très relié au quantitatif, et le quantitatif, c'est éventuellement des inondations, des débordements de la Seine. Quand on a un qualitatif qui n'est pas de bonne qualité, on a des végétaux qui dépérissent, par exemple, qui ne freinent plus les flux hydrauliques. Donc il y a un lien, c'est très difficile de faire une séparation en se disant, voilà, il y a du qualitatif et du quantitatif, les deux sont quand même extrêmement liés, et le quantitatif, on le sait, peut avoir des effets économiques, alors complètement dévastateurs, puisque quand on parle des crues de la Seine, on irait sur des dépenses de plusieurs milliards.
Oui, tout à fait. Alors, l'étude qui est la plus connue sur le chiffrage des dépenses liées aux crues, c'est celle de l'OCDE qui chiffre le retour de la crue centenale à Paris. La crue centenale, c'est celle qui a une chance sur 100 de se produire chaque année. Donc, chaque année, c'est pas tous les 100 ans. On sait qu'elle va revenir. La dernière date de 1910. Elle va revenir à la crue centenale à Paris. Et les coûts sont chiffrés entre 10 et 40 milliards d'euros pour l'économie nationale. On a intérêt à essayer de freiner évidemment ces phénomènes. Dans l'attente de la crue centenale, sur la Seine, on a connu 2 épisodes de crue importants ces dernières années, un en 2016 et un en 2018, qui ont déjà eu des conséquences très, très significatives localement pour un certain nombre d'habitants. Et on voit qu'il y avait dans les 2 cas plus de 150, 160 communes placées en état de catastrophe naturelle suite à ces inondations. Les conséquences du changement climatique, c'est aussi la raréfaction de l'eau, paradoxalement. Il y a plus de pluie intense, comme on dit, mais aussi des baisses de débit, jusqu'à 30% annoncées d'ici 2100 dans la Seine, de débit en moins, ou des baisses de niveau de nappe et donc des baisses de disponibilité quantitative de l'eau. Alors certes, c'est un enjeu pour les activités économiques, c'est un enjeu pour la population, c'est aussi un enjeu pour la qualité de la Seine, puisque s'il y a 30% de débit en moins, les concentrations de polluants augmentent mécaniquement, donc il faut traiter plus. Et là où je ne suis pas complètement d'accord avec vous, c'est qu'on ne peut pas dire que le qualitatif est opposable à la création d'emplois et à l'économie, contrairement au quantitatif. Il y a beaucoup de secteurs économiques et d'emplois qui dépendent de la qualité de la Seine. L'ostréiculture et la conchyliculture en Normandie sont des secteurs emblématiques, mais tous les secteurs d'usage de la Seine, quelle qu'elle soit, la pêche, les activités de loisirs, le tourisme, la navigation, dépendent aussi bien sûr de la qualité du fleuve. Un dernier point, puisque nous sommes là pour souligner sous l'égide du préfet le bon bilan du contrat de plan interrégional, pour dire que l'agence de l'eau s'était engagée à hauteur de 19 millions d'euros, s'est engagée sur des projets concrets à hauteur de 19 millions d'euros dans le cadre de ce contrat, là où notre prévisionnel était de 12 millions. Et quelques exemples de réalisation, on a cité tout à l'heure le GIP Seine-Aval, je crois que c'est M. Mariani qui l'avait cité. Ce GIP nous permet maintenant d'afficher en direct la qualité de la Seine sur les quais de Seine, par exemple à Rouen, avec des panneaux d'affichage où on voit en direct la température, le débit, la hauteur de la Seine, quelques éléments de qualité. Et puis un site internet tout à fait utile pour le grand public, mais aussi pour tous les usagers de l'eau, qui est porté par le GIP autour de l'état de santé de l'estuaire. Un autre exemple de réalisation concrète, on a parlé d'arasement des barrages tout à l'heure, c'est un autre volet important du contrat de plan. C'est un sujet qui est compliqué. Alors là, on illustre le barrage Marteau dans l'Eure, qui est très connu de certains d'entre vous, je pense. C'est bien par l'arasement de ces barrages qu'on a réussi à faire revenir le saumon et un certain nombre d'autres espèces de poissons dans la Seine et ses affluents. Mais on sait tous que ces projets sont pas simple à mener, ils sont chers. Ici, on a investi 3 millions d'euros pour l'arasement de ce barrage. Et ils sont aussi pas toujours très populaires sur le terrain, puisqu'il y a des personnes qui sont attachées au patrimoine, qui sont attachées à la situation existante et qui acceptent plus ou moins facilement de changer le paysage. Donc là, on voit que le paysage peut être... on a un beau plan d'eau et on passe à une rivière naturelle. C'est beau aussi, mais c'est un paysage différent et il faut savoir expliquer aux riverains les bénéfices de ces opérations. Un autre exemple d'opération que vous connaissez bien, qui est le trapèze de Boulogne-Billancourt sur l'île Séguin, où on a, dans un style complètement différent, en milieu très urbain, évidemment, végétaliser des toits, désimperméabiliser, faciliter l'infiltration des eaux de pluie, puisqu'en termes d'adaptation au changement climatique, ce que nous recommandons, c'est la recharge naturelle des nappes le plus rapidement possible, infiltrer l'eau là où elle tombe, éviter les phénomènes de ruissellement qui chargent l'eau en polluants et qui ensuite peuvent alimenter les crues et les inondations. Voilà, j'en ai terminé pour les points de repère généraux. Voilà, avec des grands enjeux sur le changement climatique. Merci Patricia Blanc. On évoque quand même une baisse de débit de 30% de la Seine à horizon de quelques décennies, avec des périodes marquées à la fois d'inondations et d'étiage. Alors l'étiage, ça concerne directement les élus, puisque quand il y a peu d'eau, il y a plus de conflits d'usage, et c'est bien vers les élus qu'on se tourne quand il y a des conflits d'usage. Donc tout nous pousse à envisager sur le long terme ces politiques autour de la Seine, avec des solutions assez enthousiasmantes sur certains aspects. On a parlé de mobilité déjà ce matin. Arnaud Leroy, président de l'ADEME. L'ADEME définit des axes stratégiques, réfléchit à des visions un peu d'ensemble et lance ensuite des appels à manifestation d'intérêt, c'est ça, pour voir qui pourrait répondre à ces enjeux. C'est comme ça que ça fonctionne, pour parler des AMI. Dans le cadre du CPUR, on a, je crois, 18 AMI qui ont été enclenchés. Bonjour à toutes et tous, monsieur le préfet, messieurs les vice-présidents.
Alors, moi, je rebondis sur ce qui vient d'être dit, parce que je pense qu'il faut qu'on sorte un peu de cette fable d'opposition entre le modèle économique et la transition écologique. Je pense que c'est dangereux. C'est dangereux pour nous tous et toutes. Où qu'on soit, quelle que soit notre responsabilité, conseiller municipal jusqu'au président de la République. Je pense qu'il y a vraiment ce sujet-là à prendre en considération. Et là, on touche au culturel. Donc, on peut continuer à faire comme dans les années 60-70, à opposer un besoin de transition écologique qui est notable. Je pense qu'il est assez documenté de nos jours. Et la problématique économique, et notamment l'activité économique et l'emploi afférent. Alors nous, ce qu'on essaie de faire à l'ADEME, c'est justement de combiner les deux avec d'autres, et je pense que l'Agence de l'eau est exactement dans cet état d'esprit. Par contre, il faut garder comme une boussole par rapport à l'état de la planète, et je pense que les fleuves sont des bons indicateurs, pour la génération qui est actuellement aux affaires, nos enfants, parce que le chantier qui est devant nous est quand même assez colossal. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention dans les discussions qu'on peut avoir, en tout cas en termes de politique publique, et moi je suis très attaché à ça en tant que président de l'ADEME, on est dans un moment de bascule, il faut aborder cette transition écologique de manière... c'est la priorité numéro 1 parce qu'elle conditionne toute l'activité économique, notre capacité à vivre en respect, dans le vivre ensemble, en démocratie. Vous parlez de conflit d'usage, si on ne fait rien, ça sera un conflit d'usage à l'échelle mondiale et ça commencera par nos territoires aussi. Donc c'est ça, je pense qu'il faut vraiment, quand on est dans des discussions comme ça, peut-être remettre les priorités dans le bon sens. Et tout ça ne va pas à l'encontre d'un développement économique. J'ai entendu les propos du vice-président de la région Normandie avec laquelle et la région Île-de-France, nous sommes dans ce contrat, vous avez mentionné l'AMI de l'ADEME, en partenariat avec les deux régions sur un budget d'une quinzaine de millions d'euros. Nous en apportons la moitié pour justement trouver ces solutions innovantes. On parlait de mobilité tout à l'heure. Donc l'utilisation du fleuve, on parlera certainement plus tard dans la journée de la question du fret, qu'il soit ferroviaire ou fluvial, et moi j'ai une petite préférence pour le fluvial, justement pour abonder et aborder la question de la desserte du port du Havre. Donc ça c'est un sujet sur lequel on travaille, notamment sur l'électrification via ces AMI. Il y a la question aussi de l'économie circulaire. Donc voilà, on parlait tout à l'heure du dragage, donc c'est une bonne nouvelle que l'État reprenne à sa charge. Par contre, on sait... aujourd'hui, qu'on a un vrai problème sur les volumes qu'on drague. Donc, que fait-on des résidus, des boues, des limons? Et donc, par exemple, dans cette AMI, on a là aussi des projets de recherche visant à développer des briques, des tuiles sur la base de ce matériau. Donc, vous voyez, on essaie de trouver. Donc, il y a des liens qui sont on a des contrats qui ont été passés, 18, comme vous l'avez dit, avec deux axes forts, la question de l'économie circulaire et la question des mobilités. Il y a un sujet pour nous qui est un petit peu... Il y a un manque sur lequel il faudra peut-être qu'on pousse dans la dernière période de l'AMI, qui est la production d'ENR. Donc même s'il y a des projets relatifs à l'utilisation de la biomasse normande, il faut peut-être qu'on aille un peu plus sur cette question. Et la question de l'industrie, qui fait partie aussi de l'axe important de cette AMI. Et l'ADEME est ravi de vouloir participer, en tout cas est volontaire pour participer. J'en parlais tout à l'heure à Hervé Martel, directeur du port de Havre, que je salue ici, pour qu'on puisse discuter de la transition énergétique, écologique du secteur industriel. C'est un enjeu de compétitivité et un enjeu aussi, on va dire, écologique majeur. Donc nous sommes prêts, nous avons un peu d'argent via des fonds d'intervention qui nous ont été confiés par l'État pour qu'on puisse travailler sur ces sujets-là et je suis à disposition pour rencontrer les industriels normands et de la place portuaire havraise et rouennaise pour qu'on puisse travailler sur ces questions ensemble, en lien notamment avec les gens de Dunkerque, on essaie de travailler sur ce sujet-là. C'est un aspect important parce qu'on parle entre nous ici. Il y a un sujet de taxe carbone à l'échelle européenne, les quotas ETS, qui impactent fortement l'industrie européenne. Et il faut qu'on trouve les moyens justement pour gagner en compétitivité carbone. Et nous sommes aussi dans cette AMI en capacité de faire ça, sous l'axe 4 lié à la question industrielle. Donc voilà un petit peu à quoi sert cette AMI. Il est en pleine évaluation. Nous allons évaluer un petit peu et discuter avec les services du délégué interministériel, voir un petit peu ce qu'on pourrait accélérer, corriger, éventuellement pousser un peu plus. Moi, je suis très sensible à la question de l'adaptation au changement climatique. Donc voilà, là, on a un espace à gérer. On ne sait pas comment la Seine se comportera dans les décennies à venir. Vous avez parlé problèmes d'étiage, problèmes de débit d'eau qui ont des conséquences parfois sur des sujets agricoles. On voit très bien le conflit d'usage qu'on peut avoir dans certains endroits. La question du fret, donc on a beau dire on pousse le fluvial ou le fluvio-maritime. Si demain on a des problématiques de remontée de la Seine parce qu'on n'a pas assez de débit ou des problèmes de capacité à entraîner ce transport, on devra aussi se poser quelques questions. Et la protection des populations, parce que l'adaptation est un sujet qui est devant nous. Donc fabriquer la résilience des territoires, c'est aussi là un enjeu, je pense, important. Et
plusieurs opérateurs de l'État sont tendus vers cet objectif. Il y a un nouveau plan d'adaptation au changement climatique qui a été présenté par le gouvernement il y a quelques semaines. C'est pas un sujet anodin, il est un petit peu loin des radars, parce que c'est un petit peu compliqué à mettre en œuvre et on n'a pas toujours l'ensemble des réponses, mais je pense qu'il faut qu'on y travaille ensemble, toutes les solutions, donc aussi bien que les régions, que les agences de l'eau, le CEREMA, l'Office de la biodiversité et l'ADEME, pour vraiment construire quelque chose qui soit intéressant. Je pense que c'est un élément qu'on devrait peut-être aborder un peu plus dans l'AMI. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin. Merci. Il y a des grands enjeux effectivement de résilience, il y a des cartes à jouer, parce que c'est aussi un territoire où on peut expérimenter, on le verra cet après-midi, des mobilités autonomes, de nouvelles motorisations également. Il y a l'enjeu des énergies renouvelables. On va parler d'hydrogène aussi aujourd'hui. Il faut pouvoir produire cet hydrogène. Les énergies renouvelables sont le bon vecteur pour pouvoir fabriquer cet hydrogène. Et en fait, il y a à la fois des opportunités et puis des risques à prendre en compte pour pouvoir, et les risques, vous connaissez la question des risques, Patricia Blanc, vous avez travaillé assez longtemps au ministère sur ces questions. Il y a des opportunités et des risques à prendre en compte pour pouvoir développer de nouvelles approches. Et il y a de l'innovation derrière. Et là aussi, si on recoupe avec l'économique, beaucoup d'opportunités à saisir, hein, finalement. On a 1 ou 2 minutes, c'est assez court. On a démarré la matinée un peu plus tard que prévu. Il y a des micros. Est-ce que quelqu'un souhaitait intervenir ou poser une question? On a peut-être le temps pour une question ou deux, si vous le souhaitez, avant de passer à l'étape suivante. Est-ce que quelqu'un souhaitait intervenir à l'étape, à ce moment de la matinée, sur ces enjeux de transition écologique? Non? Oui? Pas de questions? Est-ce que quelqu'un lève la main? Je suis un peu à contre-jour ou pas? Non? Alors à ce moment-là, on va gagner du temps. Je vous remercie beaucoup Patricia Blanc, Arnaud Loy pour ces interventions. On va se quitter en citant quelques appels à manifestation d'intérêt. On a par exemple Cedibrick, vous le disiez, sédiments de dragage qu'on va pouvoir éventuellement utiliser pour des tuiles ou des briques. On a un système d'information fluviale pour pouvoir raccorder les différents intérêts des usagers du fleuve. On a un projet qui s'appelle Olicocène, par exemple, sur les circuits courts. Ça, c'est une question de résilience alimentaire. Développer les circuits courts avec des producteurs d'alimentation locale et vérifier que leur empreinte environnementale n'est pas plus importante que par la grande distribution, par exemple, quand il s'agit de transporter ces marchandises alimentaires. Voilà parmi quelques-uns des projets. Par exemple, le RER Fret également, un nouveau réseau de plateformes logistiques appuyé par les moyens financiers également de l'ADEME.